Bonjour, ceci est le cours des 2S3 pour le jeudi 14 mai. Nous corrigeons le numéro 90, page 433. Je m'aperçois que certains d'entre vous ont du mal. Donc on va, plutôt que d'enchaîner tout de suite sur le chapitre suivant, on va essayer encore de s'appesantir là-dessus et de vous laisser un peu le temps. Alors, je me suis aussi aperçu que certains d'entre vous ont des difficultés à cause de leur TI82, donc je vais essayer cette fois-ci d'en tenir compte, parce que j'avais oublié que les TI82 ne faisaient pas non plus des calculs sur les lois normales directement avec des valeurs à gauche et à droite et qu'il fallait s'en sortir différemment. Donc je vais essayer de faire cela. Donc ici, une entreprise fabrique en grande quantité des plaques métalliques rectangulaires pour l'industrie. Et dans ce qui suit, les résultats seront rendus à 10-3. On prélève au hasard une pièce dans la production et on appelle grand X et grand Y les variables aléatoires qui indiquent respectivement la longueur et la largeur en millimètres. Et on suppose que X suit la loi normale de paramètres 250 et 4 et Y la loi normale de paramètres 150 et 2,25. Et premièrement, il fallait calculer la probabilité de l'événement A. La longueur est comprise entre 246 et 254. Donc ici, je vais d'abord faire une correction normale pour toutes les calculatrices, puis après je ferai une correction spécialement pour les TI82. Donc pour la première chose, il faut donc dire que X suit une loi normale de paramètres 250 et 4, et le premier piège dans lequel Alice est tombée à pieds joints, mais je suis sûr qu'il n'y a pas qu'elle. Le premier piège, c'est donc de déterminer mu, qui vaut donc 250, et surtout sigma. Ici, sigma, faut bien se rappeler que les lois normales sont toujours données sous la forme n mu sigma carré. Donc ici, sigma vaut 2 et non pas 4. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut absolument arriver à éviter, parce que si vous prenez sigma égale 4, vous mettez tout votre exercice par terre. C'est vrai que c'est nul comme façon de procéder, et c'est un peu bête de mettre un exercice entier par terre juste pour ça, mais oui, ça peut arriver. Dans des épreuves où il faut faire très attention, je suis en train de fouiller actuellement les concours de médecine, c'est tout à fait le genre de bêtises sur lequel on essaye de vous coincer. Donc pour calculer la probabilité de l'événement A, donc P de A, qu'est-ce que c'est? P de A, c'est donc la probabilité que la longueur, donc la longueur c'est X, soit comprise entre 246 et 254. Donc là, c'est pas très compliqué au niveau de ce que vous devez faire. Avec une calculatrice, on va dire, évoluée. On va pas taper inverse normal, surtout pas. J'écris n'importe quoi. On va taper normal frep. Donc, ou c'est normal CD, ça dépend des calculatrices. Et on va entrer comme paramètre, alors, donc 246. 254, et puis les paramètres de la loi normale, donc 250, et puis 2. Du coup, on va attraper une calculatrice, et donc on va pouvoir aller chercher cette loi normale. Donc ici, je vais aller dans le menu stat, je sais faire que comme ça avec les Casio. Donc dans le menu stat, dist, normal, ici, normal CD. La valeur de gauche, c'est donc 246. La valeur à droite, c'est 254. Sigma, c'est donc 2. Il ne faut pas se tromper, dans les Casio, c'est inversé par rapport au TI. Et mu, c'est donc 250. J'exécute ceci comme ceci, et je trouve une probabilité P de 0. Et j'ai pas le temps de voir, de 0,954 en arrondissant à 10-3. Je passe maintenant à la question numéro 2. Il s'agit de calculer la probabilité de l'événement B. La largeur est comprise entre 146 et 154. Donc ici, deuxièmement, donc ici Y est une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres 150
et 2,25. Donc ici, mu est égal à 150. Et bien sûr, sigma va donc être égal à la racine carrée de 2,25. Et cette racine carrée est égale à 1,5. Du coup, si on doit calculer la probabilité de l'événement B, la probabilité de l'événement B, c'est donc la probabilité que Y soit compris entre 146 et 154. Et bien, du coup, on va pouvoir calculer cette probabilité P de B en utilisant la calculatrice, tout bêtement, en écrivant P de B. C'est donc égal à normal F rep ou FCD, ou CD pour les Casio, si j'ai bien compris. Donc 146 pour la valeur la plus basse, 154 pour la valeur la plus haute, et les paramètres de la loi normale, donc mu et sigma dans cet ordre pour les Texas, donc 150 et 1,5 pour sigma. Alors bien sûr on inverse 150 et 1,5 pour les Casio. Ce qui fait qu'on obtient, on prend une calculatrice que j'ai perdue. Du coup je vais essayer d'utiliser celle-là, une vieille calculatrice. Donc je vais faire seconde distrib, normal CDF, et donc je vais rentrer les nombres 146, ensuite 154, ensuite je vais entrer mu, c'est-à-dire 150, et ensuite j'entre sigma, c'est-à-dire 1,5, je ferme la parenthèse, et j'appuie sur entrée, et j'obtiens une probabilité de 10-3, 0, j'ai pas le temps de voir, 0,992. Nous passons ensuite à la question 3. Une pièce est conforme si sa longueur est comprise entre 246 et 254, ce qui correspond à l'événement A, et sa largeur comprise entre 246 et 154. On admet que les deux événements A et B sont indépendants. Calcule la probabilité que la pièce soit conforme. Alors on appelle C l'événement la pièce est conforme. Donc ici je vais appeler ça P de C. Et P de C, donc d'après ce qu'on vient de dire, c'est P de A. Non, c'est pas P de A, si P de A inter B. Et comme A et B sont indépendants, ici c'est donc égal à P de A fois P de B. Car, il faut quand même l'écrire parce que c'est important, car A et B sont indépendants. Du coup, je vais pouvoir calculer P de C, donc le fait qu'une pièce soit conforme. Et là, je vais utiliser les mémoires de ma calculatrice pour récupérer les résultats des deux questions précédentes, et je vais faire le calcul le plus exact, enfin en tout cas le plus proche possible de la valeur exacte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai calculé les deux probabilités précédentes, et je l'ai mis la première probabilité ici. J'ai mis la première probabilité ici dans la variable mémoire A. J'ai pris le calcul de la deuxième probabilité ici et je l'ai mis dans la mémoire B. Et donc il faut que je calcule A fois B. Donc je fais alpha A multiplié par alpha B, et je trouve comme résultat 0,947 en arrondissant au millième. Je passe maintenant à la question 4. La pièce prélevée est non conforme. Déjà, l'événement non conforme correspond donc à C bar. Et on vous demande quelle est la probabilité que la longueur soit inférieure à 246. Donc ici, clairement, si la longueur est inférieure à 246, ça correspond à l'événement suivant. C'est la probabilité que la longueur, c'est-à-dire x, soit inférieure à 246
6, sachant que la pièce est non conforme. Donc la pièce est non conforme, on va donc dire ici C bar. Donc ça, c'est la probabilité que nous cherchons. À quoi est-elle égale, cette probabilité? Eh bien, il s'agit d'expliciter cette formule. Donc ici, je vais mettre là, donc la probabilité que x soit plus petit que 246, sachant C bar, c'est donc la probabilité de l'intersection des deux événements. Donc la première, c'est que x soit inférieur à 246 inter non conforme. Donc ici, non conforme, l'idée c'est de dire que x, la longueur est comprise entre n'est pas comprise entre 246 et 254. Donc ici, je vais l'écrire x. C'est pas, pardon, je l'écris très mal. Pour ça, il faut que j'arrive à effacer. Voilà, hop, inter, donc x compris entre 246 et 254, et bien sûr avec une barre au-dessus pour dire que c'est l'événement contraire. Le tout divisé par la probabilité que x soit compris entre 246 et 254 est toujours l'événement contraire. Donc il s'agit maintenant d'expliciter un petit peu cela. On va s'intéresser d'abord au numérateur. La probabilité que x soit inférieur à 246 et que, alors on va expliciter ça, qu'est-ce que c'est que l'événement contraire, que x soit pas compris entre 246 et 254? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, x, il est compris, il est soit plus petit que 246, ou, donc ici on va mettre un ou, c'est union, hein, ou x il est plus grand que 254. Le tout sur la probabilité que x, alors ici on va plutôt dire que c'est 1 moins P de C, ça sera plus simple. Le tout sur 1 moins la probabilité que de l'événement conforme, puisque c'est l'événement contraire à C. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'événement x inférieur à 246 et en même temps x inférieur à 246 ou x inférieur à 256? Faisons un petit dessin pour ceux qui auraient du mal. Je cherche donc l'intersection entre deux événements. Le premier que je vais dessiner en vert, le premier c'est l'événement x inférieur à 246 qui est ici, et le deuxième que je dessine en rouge c'est l'événement x inférieur à 246 ou x supérieur à 256. Quelle est l'intersection de ces deux événements? C'est là où j'ai les deux couleurs en même temps, et en fait ça revient à c'est pas la bonne couleur, ça revient à P de x inférieur à 246 sur 1 moins P de C ici. Donc 1 moins P de C, ça c'est facile à calculer, il suffit de calculer 1 moins la probabilité de la question numéro 3. Donc, et P de x inférieur à 246, ça c'est très simple, c'est la probabilité entre moins l'infini et 246 sur la loi normale de x, c'est-à-dire paramètre 250 et 2. Donc du coup, on va devoir calculer ceci. Donc 1 moins P de C qui est la réponse à la question 3, je le rappelle. Et ici, on va mettre normal FREP compris entre moins 10 puissance 99, 246 et les paramètres 250 et 2. Voilà. Et on peut calculer le résultat. Donc je vais prendre le résultat de la dernière question, la question numéro 3 dans ma calculatrice. Je vais donc mettre ce résultat dans une variable qui est explicite, qui veut dire conforme. Donc je vais prendre dans alpha C. Voilà. Et je vais donc faire le quotient qu'on a demandé. Donc ici je vais faire seconde distribution. Je vais aller chercher normal CDF. On a dit qu'on commençait à moins 10 puissance 99. On a dit qu'on allait jusqu'à la valeur 246.
La variable, le mu c'est 250, sigma c'est 2. Et je divise tout ça par 1 moins P de C, c'est-à-dire ici 1 moins C par rapport à ce que j'ai mis dans ma calculatrice. J'appuie sur égal et j'obtiens un résultat de 0,43777 qu'on peut arrondir à 10-3, c'est-à-dire à 0,431. Donc ici, j'obtiens le résultat, et j'ai pas beaucoup de place pour l'écrire, 0, je sais déjà oublié ce que c'était, 431. La question 4b va se faire un petit peu de la même façon. Donc ici, on cherche la probabilité que la largeur soit supérieure à 154. Donc probabilité que la largeur c'est donc y, soit supérieure à 154. Bien sûr, sachant que la pièce n'est pas conforme, donc sachant C bar. Donc cette probabilité, comme tout à l'heure, c'est donc l'intersection de plusieurs événements. C'est donc P de Y supérieur à 154 inter C bar sur P de C bar. Et bien sûr, on va pouvoir faire la même chose. Alors P de C bar, on s'en occupe tout de suite, c'est 1 moins P de C. Donc ça, c'est facile, puisque c'est le P de C, c'est la réponse à la question 3. Et ici, on va s'occuper de l'événement. Alors on va l'expliciter, c'est la probabilité de que Y soit supérieur à 154 inter C bar. Donc C bar, la pièce n'est pas conforme. Donc si la pièce n'est pas conforme, en l'occurrence ici, on ne va pas parler de la longueur, puisque ici, on va parler de la largeur. Donc ça veut dire que ici, Y ne sera pas compris entre 146 et 154. Je vais mettre des parenthèses ici pour séparer, et je mets une grosse barre ici. Donc voilà la probabilité. Donc du coup, en essayant d'être le plus clair possible, ce qui n'est pas forcément évident. Ici, j'ai 1 moins P de C. Là, j'ai la probabilité que Y soit supérieur à 154. Et inter, et là, je vais mettre l'événement contraire de celui que je viens d'écrire. Si Y n'est pas compris entre 146 et 154, il y a deux possibilités. Soit Y est plus petit que 146, ou Y est plus grand que 154. Donc maintenant, ici, il s'agit de vérifier, d'essayer d'expliciter ceci. Donc on va faire un dessin. Donc, si Y est supérieur à 154, et qu'en même temps il est plus petit que 146 ou plus grand que 154, que se passe-t-il ? Eh bien, le premier événement, si Y est supérieur à 154, correspond à ce que je vais dessiner en rouge ici. Donc, cet événement-là, c'est Y supérieur à 154. Le deuxième événement, Y plus petit que 146 ou plus grand que 154. Je cherche à faire l'intersection de ces deux événements ici, puisque j'ai une intersection, donc je cherche l'endroit où il y a les deux couleurs en même temps. Et donc ici, cet événement, eh bien, je peux donc dire que c'est donc P de Y supérieur à 154 tout simplement. Et puis ici, j'ai 1 moins P de C. Donc avec une calculatrice ici, eh bien, on va pouvoir dire que ici, c'est normal Frep ou FCD de la valeur 154 à la valeur plus l'infini, donc ici 10 puissance 99, pour évidemment une loi normale Y qui est donc 150 et 1,5 divisé par 1 moins P de C, donc P de C qui est donc la valeur trouvée à la question 3. Je prends donc une calculatrice, je dis donc que je calcule la loi normale, donc normale CD ou FREP. Cette fois-ci, c'est entre 154 et plus l'infini.
mu vaut 150 et sigma vaut 1,5. Je colle et je divise par 1 moins P de C, donc en n'oubliant pas les parenthèses, je décris donc 1 moins, et puis la probabilité de l'événement C, je l'ai rangé dans la mémoire C, donc je fais alpha C. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur valider, et j'obtiens une valeur qui à 10-3 vaut 0,073. Voilà, cet exercice est terminé. Nous allons pouvoir passer à la suite. Pour finir ce chapitre sur la loi normale, je vous propose un exercice que je trouve assez étonnant et assez malin et un peu qui est une application un peu étonnante de la loi normale et des complexes. Donc c'est cet exercice que je vous mets en pièce jointe. Donc ça se passe dans une vaste plaine. On a un réseau de capteurs qui permet de détecter la foudre et de produire des images d'un phénomène orageux. Et donc les données servent en particulier aux services météorologiques pour améliorer leur précision et pour permettre des interventions plus rapides sur des lieux, notamment quand il y a un cas d'incendie. Donc le but de l'exercice est d'étudier les impacts de la foudre détectés par le capteur, et on a une espèce d'écran radar sur lesquels les points d'impact de foudre sont observés, un peu comme ici le point P. Voilà, donc le capteur de foudre est considéré comme étant au centre ici de l'écran, et il y a 5 cercles concentriques, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont numérotés, hein. Donc avec des rayons, donc il y a le cercle 1, le cercle 2, 3, 4, 5, et puis ici on a des distances 20, 40, 60, 80 et 100, en kilomètres, hein, avec des directions bien sûr, et des secteurs qui sont définis. Alors vous avez le secteur est-nord-est ici, qui est le secteur A. Donc par exemple ici vous avez le secteur nord-nord-est. Et donc par exemple le point P ici il se situe dans le secteur nord-nord-est, c'est-à-dire secteur B, dans le cercle numéro 3, donc en B3, clairement en B3. Voilà. Et donc bon, je vous laisse découvrir ça. C'est une façon aussi de vous réactiver un petit peu sur les complexes. Qui ne sont pas à négliger. Et puis toute la partie B, elle est consacrée à la loi normale. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, et puis j'espère que vous me le rendrez pour vendredi. C'est pas hyper long, il y a vraiment très peu de dire. Si on regarde bien, en fait, il y a 5 questions en tout. Donc ça va très très vite à faire, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça prend 2 pages, c'est juste parce que 2 pages pour expliquer une situation qui n'est pas évidente. Voilà, bon courage à vous, et puis à demain. Dernière chose que j'ai oublié de dire, à partir de vendredi, nous commencerons une nouvelle leçon, donc il faut impérativement que vous l'ayez imprimé, ce serait quand même beaucoup plus facile. Donc c'est l'avant-dernier chapitre de l'année, qui est une suite de la loi normale en fait, qui sera consacrée à l'échantillonnage et aux estimations. Donc très utile, partant de sondages notamment, ou partant de crises sanitaires comme nous vivons. Ça permet de faire des études statistiques en étudiant des échantillons de population et à essayer d'estimer la fiabilité, par exemple, de quelque chose en fonction d'un échantillon pris. Voilà.